Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. À l'image du quinquennat de François Hollande qui s'achève, le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui relatif au statut de Paris est hélas une nouvelle fois l'histoire d'une noble ambition déçue, d'une occasion utile ratée, de bonnes intentions qui s'achèvent en pantalonnade. À l'image des autres grandes métropoles d'Europe et du monde qui ont su se réformer, je pense au Grand Londres, à Tokyo, à New York, parmi bien d'autres exemples, Paris cherche depuis longtemps à définir un cadre institutionnel et démocratique pour son avenir à l'intérieur de la première région de France qui compte 12 millions d'habitants. Ce premier pôle économique et culturel de la France, cette vitrine de notre pays, ce cœur de notre vie politique, aurait mérité une redéfinition en profondeur de ses structures, de sa vie démocratique au plus près de ses habitants, de ses ambitions à l'échelle internationale. Or, qu'avons-nous à l'arrivée? Un texte bâclé, bricolé en fin de législature, examiné de surcroît en procédure accélérée à la veille de Noël, qui n'aura été précédé d'aucun débat public, d'aucune réflexion d'ensemble, et qui n'accouche en définitive que de très modestes aménagements qui masquent mal son objectif premier, tout à fait médiocre, la volonté d'un tripatouillage politique au profit de la maire de Paris, avec la complicité d'un gouvernement devenu trop faible pour lui résister. Un tel jugement pourrait paraître sévère, il est cependant en dessous de la réalité si l'on veut bien considérer les 4 questions suivantes à l'aune desquelles ce projet de loi devrait être apprécié. Cette loi va-t-elle réellement améliorer la coordination entre la ville, la région Île-de-France et maximiser les synergies, économiser l'argent public, donner un nouvel élan au développement économique, touristique, culturel de la ville et de la région? Deuxièmement, la ville sera-t-elle mieux administrée au plus près de ses habitants? Troisièmement, la loi va-t-elle permettre une meilleure démocratie locale, plus vivante, plus efficace au service des Parisiens? Quatrièmement, alors que des menaces nouvelles pèsent sur la sécurité de la métropole parisienne, à l'ère du terrorisme djihadiste, cette loi va-t-elle permettre une amélioration de la sécurité des Parisiens? S'agissant de la première question, Paris, la métropole et la région, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'objectif du Grand Paris, souhaité par Nicolas Sarkozy, paraît plus éloigné que jamais. La loi ne fait que conforter le millefeuille administratif existant, un Paris enfermé à l'intérieur de son périphérique, une métropole récemment créée mais dont la plupart de nos concitoyens ignorent tout, et même l'existence, une région qui peine à s'imposer, tant face à la ville de Paris que face à l'État, avec un empilement de structures, de sources de financement, un alourdissement des coûts, une lourdeur générale lorsqu'il ne s'agit pas de paralysie, dès lors qu'il s'agit de décider en commun de grandes options pour l'avenir, de grands équipements pour la ville et la région. À ma connaissance, mais peut-être suis-je mal informé, il n'existe pas, au niveau de la ville et de la région, de plan commun s'agissant de son ambition scientifique ou économique à l'échelle internationale. Il n'existe pas davantage de stratégie commune de développement économique et financier. Il n'existe pas non plus de stratégie d'équipement public cohérent, qu'il s'agisse des transports, de la santé, de l'éducation ou de la formation. Chacun de ces grands domaines est saucissonné, balkanisé, tantôt revendiqué par Paris, tantôt par la région, tantôt par l'État, quand la métropole nouvellement créée n'essaie pas de son côté de s'immiscer dans tel ou tel projet pour essayer de trouver une quelconque raison d'être. Ce qui existe, c'est un empilement de structures, d'établissements publics, de fonds divers et variés. Je prends un exemple précis. Au mois de mars 2017, Mme Theresa May, Première ministre britannique, va déclencher l'article 50 du traité de l'Union européenne et donc le Brexit va commencer. Le référendum sur le Brexit a eu lieu il y a 6 mois. Quelle est à ce jour la stratégie de Paris pour faire en sorte que les 300 000 emplois dédiés à la place financière de Londres soient éventuellement rapatriés à Paris? Quels sont les moyens concrets mis en œuvre pour permettre cela, de la part de la ville, de la région ou du gouvernement? Et comment est-ce que ces moyens sont mis ensemble? Ce qui est vrai pour la finance l'est aussi en matière scientifique ou commerciale. Toutes les grandes métropoles mondiales, y compris chinoises, ont désormais une stratégie concernée. Ils ont un conseil scientifique, un business council. Paris n'a toujours pas cela. La loi aurait pu fixer les orientations dans ce domaine. Elle ne le fait pas. Tout se passe comme si, pour ne froisser ni les uns ni les autres, pour ne pas empiéter sur le territoire et les prébendes de telle ou telle catégorie d'élus, on se contentait de maintenir l'existence, c'est-à-dire un millefeuille administratif coûteux et inefficace, sans la moindre vision pour l'avenir. L'exemple le plus caricatural de ce désordre organisé, si j'ose dire,
C'est naturellement la récente décision unilatérale de la maire de Paris, qui vient de partir malheureusement, de neutraliser un axe majeur de circulation d'intérêt régional. Je veux parler de la fermeture des voies sur berge, sans consultation de quiconque, au mépris des enquêtes publiques, et qui aboutit à une perturbation majeure des transports à Paris et dans l'Île-de-France, y compris des transports publics. Pourtant, ces transports font théoriquement partie des attributions communes de la ville et de la région. Ce qu'un enfant de 8 ans peut comprendre, à savoir qu'en fermant une voie aussi cruciale que les voies sur berge, on impacte partout sur les transports de toute la région, apparemment, les grands responsables parisiens n'arrivent pas à le percevoir. Deuxièmement, si cette loi n'améliore en rien la fluidité de la prise de décision et la coordination entre la ville, la métropole et la région, si donc l'ambition d'une métropolisation des grands projets ne figure pas dans cette loi, qu'en est-il de l'administration interne de la cité de Paris proprement dite? Là encore, le texte qui nous est proposé est très décevant au regard des objectifs qui auraient dû être fixés par une telle réforme. L'unique avancée consiste à fusionner la commune et le département, donc à en finir avec un mode d'organisation baroque et une histoire lointaine, pour instaurer une nouvelle collectivité unique dénommée Ville de Paris, qui exercera ses compétences communes à partir du 1er janvier 2019. Mais pour autant, le projet de loi va-t-il permettre une meilleure administration de la ville? À en juger par l'état de la ville de Paris, après 16 ans d'administration socialiste, le moins qu'on puisse dire, c'est que le scepticisme s'impose. Depuis 2001, la ville a engagé 14 000 fonctionnaires en plus, ses impôts ont augmenté de 25 %, la dette parisienne a été multipliée par 5. Avons-nous pour autant une ville plus propre, une pléthore de logements et d'équipements publics, un nombre d'écoles ou de crèches en nombre suffisant? À toutes ces questions, malheureusement, les Parisiens qui vivent la réalité de Paris au quotidien savent que la réponse est non. Jamais notre capitale a été aussi sale, aussi clochardisée, aussi peu sûre. Bien souvent, nos compatriotes parisiens se retournent vers leur maire d'arrondissement avant de découvrir que les sujets qui touchent directement à leurs préoccupations immédiates sont totalement impuissants, ces maires d'arrondissement. Impuissants en matière de logement, en matière scolaire, même en matière de propreté, bien sûr en matière de sécurité publique et d'emploi. Toutes ces matières demeurent concentrées au niveau de l'hôtel de ville, de ses adjoints prétoriques et d'une administration centrale qui ne l'est pas moins. Au moins aurait-on pu espérer que le projet de loi cherche à remédier à cette concentration excessive en définissant un nouvel équilibre entre la nécessité d'une politique à l'échelle de la ville, que nul ne conteste, et des attributions réelles des maires d'arrondissement et de leurs équipes au plus près des habitants. Mais hélas, là encore, le projet de loi fait tout le contraire, en consolidant davantage les pouvoirs entre les mains du maire de Paris et de son cabinet. Nos collègues du Sénat avaient bien tenté d'amender le texte initial en déconcentrant bon nombre d'attributions au niveau des maires d'arrondissement, logements sociaux, nettoyage, entretien des voiries. Tout cela a été supprimé par la commission des lois de notre Assemblée, de même qu'a été supprimé le pouvoir d'évocation au Conseil de Paris, ainsi que l'introduction d'une conférence des maires parisiens. Paris continuera donc à être géré d'une main de fer par l'excellente Madame Hidalgo, et les élus d'arrondissement feront ce qu'ils pourront, suivant qu'ils seront ou non proches de Madame Hidalgo, ou plus ou moins dociles. Fort heureusement, la gauche a maintenu 2 réformes phares. L'une, fondamentale pour notre culture, c'est l'introduction des casinos, formidable pour le rayonnement de Paris. La deuxième, c'est la création d'un secteur, un seul secteur, qui regroupe les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements, qui doit servir de piste d'atterrissage pour la maire de Paris. La réforme voulue par Madame Hidalgo est à la fois choquante pour tous les Parisiens, qui sont tous très attachés à la personnalité, à l'identité de chaque arrondissement. On est fiers d'être du 1er, du 8e, du 9e. Mais cette réforme est surtout scandaleuse par ses intentions politiciennes qui visent, au nom d'une soi-disant équité de représentativité démocratique, à modifier les équilibres de Paris. Ce qui est supprimé, c'est un arrondissement de droite, le 1er arrondissement, qui se trouve être dirigé par un maire que je connais bien, puisqu'il n'est rien d'autre que mon suppléant, aimé et réélu depuis longtemps par ses administrés, et qui compte parmi les meilleurs connaisseurs des finances publiques de la ville. Or, ce maire va disparaître au nom de l'argument selon lequel le 1er arrondissement serait trop petit, 18 000 habitants. À ce compte-là, il faudrait supprimer toutes les communes en dessous de 18 000 arrondissements dans notre pays. Tout cela pour permettre à Madame Hidalgo, qui est incapable de se faire élire dans le 15e arrondissement, elle fait 35% des voix, de trouver une circonscription digne d'elle. Enfin, il y a la question de la sécurité et de la police. C'est un sujet que j'avais ouvert avec Bertrand Delanoë
dès les attentats du 11 septembre 2001. J'ai trouvé en effet que baroque que la ville de Paris en reste au texte de Napoléon, du premier consul d'il y a 216 ans. Paris, le maire de Paris refuse toujours les pouvoirs de police, mais de plus en plus s'arroge les pouvoirs de circulation et de stationnement au nom de son idéologie anti-voiture. Je termine, Madame la Présidente. On va donc vers un système où la ville de Paris va privatiser la police du stationnement, mais va se voir transférer à peu près 4 000 policiers, 3 000, 4 000, une puissante force, mais au lieu d'en faire une vraie police municipale, elle en fera une police d'incivilité. Qu'est-ce que c'est qu'une police d'incivilité? Je vous laisse méditer sur cette question. Moi, je crois qu'aujourd'hui, alors que nous connaissons un vrai risque de sécurité publique dans Paris, alors que notre police nationale est mobilisée sur le terrorisme et ses missions régaliennes, cette force d'appoint aurait pu être l'embryon d'une vraie police municipale. Tout cela indique que, et je termine là-dessus, Madame la Présidente, que ce texte, naturellement, il faudra qu'une prochaine majorité le repense assez complètement, revisite le mode de scrutin parisien et dote enfin la ville de Paris et la région d'une ambition. Merci beaucoup. La parole est maintenant